Bonjour, seconde vidéo sur une bande qui utilise également les dés runiques, les Russes païens. Je sais pas pourquoi ils n'utilisent pas les dés slaves, c'est certainement historique, je leur fais confiance. Ou alors c'est qu'ils n'avaient pas encore fait les dés slaves à ce moment-là, au choix. Cette faction représente les peuples qui ont fondé les nations slaves, donc, avec Kiev pour capitale. En termes de choix d'unité, c'est très simple, elle n'en a aucun. Le seigneur n'a pas d'option, les gardes non plus, les guerriers non plus, et les levées sont obligatoirement équipés de javelots. Au moins, c'est pas trop compliqué à choisir. On va directement passer aux capacités saga, même aux capacités saga avancées, parce que les capacités saga basiques sont les mêmes que d'habitude, il n'y a pas de modification sur ça. La première, Kagan, une capacité de corps à corps utilisable uniquement avec des gardes ou des guerriers. Elle nous permet de gagner 3 dés d'attaque ou de défense au choix, ou même de mélanger. C'est nous qui choisissons. Elle s'utilise avec n'importe quel dé. Si on utilise un dé rare, on bénéficie de 5 dés. Par contre, il faut que l'unité qui en bénéficie soit à C du seigneur. Je trouve que c'est quand même une grosse contrainte, mis à part sur un groupe de garde qui va de toute façon suivre le seigneur. C'est bien, mais ça va être très restreint comme application en fait. La seconde capacité, le long hiver, qui s'utilise avec un dé peu commun, un B en runique. C'est un ordre qui fait qu'aucune unité ne peut charger ou tirer à plus de M. Alors ça, c'est très bien en fonction de votre adversaire. Vous avez, pour ainsi dire, pas de tir ni de cavalerie, donc vous ne pouvez pas vous projeter énormément. Et vous serez donc sensible à ça. Ça vous permet d'annuler l'avantage de l'adversaire. Et si votre adversaire a une armée particulièrement orientée tir à longue distance ou cavalerie, c'est dévastateur. Pour un petit dé peu commun, ça ruine tous ses plans, quoi. La troisième capacité, Blizzard, qui est un ordre réaction, un ordre qui s'utilise pendant la phase d'ordre adverse, s'utilise également avec un dé peu commun, le B. Elle nous permet de désigner une unité à nous et tout le terrain découvert à très courte distance de l'une des figurines de cette unité est considéré comme du terrain accidenté. Ce qui fait que ça va générer une grosse zone de terrain accidenté. C'est encore une très bonne manière de se prémunir de tout un tas de charges adverses. La cavalerie aura beaucoup de mal, je pense, contre les Russes. Et donc ça permet d'une part de protéger cette unité-là, parce qu'elle ne pourra être chargée qu'à C, et en plus, suivant notre placement, cette unité peut servir d'écran et de zone pas infranchissable mais accidentée du coup, qui va gêner les déplacements adverses tout autour. C'est très intéressant et on voit bien les mécanismes du jeu de ce plateau qui consiste à maîtriser le terrain, à embêter l'adversaire sur certains points. C'est particulier, mais c'est super plaisant comme façon de jouer. Ensuite, la capacité les ours noirs, qui s'utilise avec un commun ou un peu commun. On doit défausser autant de dés d'attaque et ou de défense, au choix, quoi. C'est nous qui choisissons. Que notre armure actuelle, pour augmenter notre armure de 1. Alors ça, évidemment, du coup, ça se prête mieux à des unités qui ont déjà des faibles armures, comme les guerriers avec javelot, par exemple. Je pense que c'est très bon sur ça. Et c'est une capacité défensive. Donc, souvent, on va défausser des dés d'attaque pour augmenter encore une fois notre armure. Elle permet de compenser, par exemple, pour les javelots, le fait de ne pas pouvoir serrer les rangs.
Moi, je pense que c'est ça la meilleure utilisation qu'on peut en faire. Sinon, sur les guerriers standards, ça fait double augmentation d'armure. Serrer les rames plus ça. Par contre, il nous faut quand même avoir un groupe assez important pour avoir assez de dés à défausser. C'est pas inintéressant et ça va rentrer en combinaison avec une autre particularité des plateaux qui est la modification des valeurs d'armure. La nôtre et celle de l'adversaire. La 5e capacité, le vent glacial, qui nécessite 2 dés communs, 2 fois le F runique, nous permet de placer une réglette sur certaines contraintes et toutes les unités qui seront touchées par cette réglette vont subir une fatigue. Alors je trouve ça très bien. Vous pouvez amener l'ennemi à s'exposer, de toute façon, s'il veut venir vous chercher sur certains côtés, etc. Après, une fois qu'il se sera fait avoir, il va plus trop retomber dans le panneau. C'est bien. Il faut au moins toucher 2 unités ennemies pour que ça se rentabilise quand même, je pense. Mais ça sert toujours. Mettre des dés là-dessus permet de faire douter l'adversaire, de lui faire des choix, s'il doit s'approcher, s'il doit pas s'approcher, s'il doit jouer groupé ou écarté. Il y a des armées qui aiment bien jouer groupé, ça va leur faire plus de mal. Mais s'il s'écarte, il peut perdre certains bénéfices. Donc c'est un peu du bluff, un peu de tout un tas de choses qui poussent à réfléchir, à prendre des décisions. Qui dit décision dit peut-être mauvaise décision. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez exploiter ça. Donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup le fait de jouer sur l'environnement comme ça, distribuer les fatigues. J'aime bien. La 6e capacité, les loups blancs. Une autre capacité de corps à corps. Elle utilise un dé peu commun ou un dé rare. Elle nous permet, au prix de la réduction de notre armure de 1 point, de gagner autant de dés d'attaque et de défense que la nouvelle valeur d'armure après la réduction. Donc là, contrairement aux ours noirs, les loups blancs, ça sera surtout efficace sur les gardes, puisque le but étant d'avoir la plus grande valeur d'armure possible. Le combo entre les deux n'est pas impossible, en utilisant d'abord les ours puis les loups, ce qui fait qu'on pourra compenser en fonction de si on veut attaquer ou défendre. Et en plus, si on utilise le dé rare, on peut retirer une fatigue de notre unité. Donc celui-là, je le trouve très pertinent comme dé rare. Moi, j'aime toujours les retraits de fatigue. Et on verra d'ailleurs que dans le plateau, de toute façon, il n'y a pas d'autre occurrence pour utiliser le dé rare. Il se sert quasiment pas du dé rare, ce plateau. Alors c'est une très bonne capacité, je pense que c'est la meilleure au corps à corps, puis elle combotte avec le reste, quoi. 7e capacité, le pugilat, capacité de corps à corps, qu'on peut déclencher avec n'importe quel dé. Elle nous permet de diminuer l'armure de l'adversaire de 1 au prix de diminuer la nôtre de 1, ou alors d'augmenter l'armure de l'adversaire de 1 et d'augmenter la nôtre de 1. C'est quasiment un coup dans l'eau en fait. Utiliser tout seul, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mis à part si on veut absolument détruire l'adversaire et qu'on a fait une sorte de charge suicide. Mais sinon, je vois pas tellement l'intérêt de cette capacité, sauf, comme on le verra plus tard, avec les combos qui permettent de gagner des dés en fonction des mouvements d'armure. Donc ça fait une occurrence de plus pour ce genre de choses. 8e capacité, froid mordant, un dé commun ou un dé peu commun.
Le F runique ou le B runique, c'est une réaction à une activation adverse. Après un mouvement, une charge ou un tir adverse, on peut activer cette capacité pour désigner cette unité et elle ne pourra plus être activée pendant ce tour. Je suis pas fan parce qu'en général, si le gars a déjà activé son unité, les prochaines activations vont nécessiter des fatigues, donc elle va potentiellement s'affaiblir. Je pense qu'il y a mieux à faire. Après, c'est une de nos seules défenses contre le tir, si je puis dire. Mis à part le long hiver, donc en fait même pas vraiment. Ça dépend. Si l'adversaire joue beaucoup avec des activations gratuites, ça peut lui casser son plan. Ou s'il compte activer plusieurs fois une très grosse unité bourrée de combos, ça peut aussi lui casser son plan. S'il avait eu besoin de la déplacer une première fois avant de pouvoir lancer ses charges ou ce genre de choses, c'est peut-être bon. Ça va être à utiliser minutieusement, au bon moment, pour être utile. 9e capacité, la meute, elle nécessite un des rares, le S runique, ce qui est très cher pour cette capacité. Elle nous permet de résoudre un tir. Pour savoir combien on a de dés, on compte les unités à M de la cible qui comportent au moins 5 figurines. Et on a 2 dés par unité. Ce qui fait que ça va faire un petit tir assez faible. Pour un dé rare, c'est assez nul, quoi. Je vois pas vraiment quand est-ce qu'on peut le déclencher. Alors moi, je m'étais totalement trompé sur cette capacité. Et c'est grâce aux membres du Discord que j'ai ouvert les yeux. Donc, parce que ça me paraissait aberrant, enfin, que ça soit aussi nul. Mais en fait, c'est aussi nul. Donc, c'est la première fois que je juge une capacité aussi faible pour l'instant. La dernière capacité du plateau, qui nécessite 2 dés, un commun et un peu commun, le F plus le B, est un ordre qui fait qu'à chaque fois qu'une de nos unités voit son armure augmenter ou diminuer, que ce soit grâce à nos effets à nous ou grâce aux utilisations de nos fatigues par l'adversaire, nous allons gagner 2 dés d'attaque et 2 dés de défense. Ça s'applique uniquement dans les corps à corps. Et ça va, à mon avis, empêcher totalement l'adversaire d'utiliser vos fatigues parce que c'est quasiment... c'est plus nocif pour lui d'utiliser vos fatigues que ce que ça peut lui rapporter à partir de là. Et donc ensuite, vous voyez, avec toutes les capacités qu'on a vu, c'est-à-dire les ours noirs, les loups blancs et le pugilat, de faire des modifications à droite à gauche de notre armure, le maximum, parce qu'elles vont toutes être récompensées par 2 dés d'attaque et 2 dés de défense. Bon, ça fait qu'on peut faire soit une énorme combo en utilisant tous ces dés, ce qui représenterait quand même 5 dés, donc... ça plus la charge et on a fini notre tour. Mais en fait, c'est pas délirant. Parce qu'on aura une unité très résistante et très forte au combat. Un peu à l'image des Scots, quoi. Ça va envoyer. Et c'est le cœur, en fait, de la mécanisme de combo, de combat au corps à corps de notre plateau. Voilà pour les capacités du plateau des Russes paillés. On va voir les unités légendaires maintenant. La première, Sviatoslav Ier de Kiev, prince des Russes, conquérant des Khazars. Donc c'est un seigneur légendaire qui coûte 1 point. Il a une résistance accrue puisqu'elle est de 2. Par contre, il a une agressivité de 6 au lieu de 8 normalement pour un seigneur. Il a plusieurs capacités, lui, en fait. La première, c'est païen, qui fait que notre première capacité du plateau avancé, Kagan, devient une capacité saga basique. Alors,
Je la trouvais pas exceptionnelle. En fait, elle est simple. Contrairement à toutes les capacités qui permettent de bouger l'armure pour gagner des dés de défense ou d'attaque, elle est toute seule et elle est pas si forte que ça. Je vois pas trop d'intérêt à cette règle. Ensuite, il a quand même une règle intéressante, c'est mercenaire des steppes, qui fait qu'il peut recruter jusqu'à 3 unités de cavaliers orientaux. Qu'en fait, la bande, elle va s'orienter autour de ça avec lui. Et puis, Conquérant, qui fait que, en échange de la génération de dés saga du seigneur, qui est quand même de 2 dés pour un seigneur légendaire, toutes les autres unités de la bande auront une activation de mouvement gratuite. Ben je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. J'aime pas vraiment quoi. J'ai pas d'attrait particulier pour les mercenaires déjà, donc il, il passe un peu à la trappe pour moi. Puis son aptitude elle est pas terrible. Enfin, voilà. C'est un seigneur que j'aime pas trop. Il y en a qui doivent y voir de l'intérêt, mais je l'aime pas trop moi. La seconde unité légendaire, Ryurik, premier prince Vareg, seigneur de Novgorod, un seigneur légendaire qui coûte 1 point, qui a une agressivité de 10, qui apporte une règle, l'unificateur, qui permet de déplacer nos fatigues entre nos unités. C'est-à-dire qu'on va prendre une fatigue par unité et la redistribuer où on veut entre nos unités. C'est super intéressant pour gérer la fatigue. Ça apporte un mécanisme inédit, donc ça je suis bien fan. Par contre, là où je suis moins fan, en fait, c'est qu'il a une autre règle, Seigneur des Slaves, et ça change totalement la composition de la bande. On est obligé d'avoir des guerriers avec javelot, ce qui est pas mal en soi, hein, mais les levées sont à cheval avec arc composite et les gardes peuvent être montés à cheval. C'est-à-dire on va avoir une bande qui va jouer sur le harcèlement, puisque javelot, arc composite, c'est à fond du harcèlement. Et ensuite, garde à pied ou à cheval au choix, ça on a encore le choix. Mais bon, étant donné que le seigneur est à pied, je pense que si on prend des gardes, on va les mettre à pied. Et lever à cheval avec arc composite, c'est quand même intéressant, parce que c'est assez inédit. Je trouve ce personnage très intéressant. En fait, ça nous fait changer totalement de point de vue, comment dire, de composition et donc de regard sur la bande. Donc j'aime bien ça. J'aime pas trop parce qu'en fait, ça ne permet pas de jouer la bande différemment, comme certains autres. On est obligé, en fait, c'est quasiment une bande annexe. Enfin, c'en est une, hein, finalement. Donc voilà, je suis un peu mitigé. C'est bien au niveau jeu, mais en fait, c'est comme si on avait 2 bandes. Et bon, avoir 2 bandes, moi, je préfère en avoir 2 différentes. Voilà pour les unités légendaires. Le débriefing sur la faction, le plateau, le tableau d'unités. Bon, les unités, c'est vite fait, on n'a aucun choix. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser, comme je l'ai dit au début. Ça, c'est un malus finalement, enfin un inconvénient, on va dire plutôt, parce qu'il y a moins de rejouabilité. On va rejouer tout le temps la même bande. C'est pour ça que le Seigneur légendaire, il ne faut pas le négliger non plus. Dans leurs avantages, l'avantage c'est qu'ils maîtrisent bien le terrain, ça c'est super, on fait plein d'effets, ça se ressent bien en fait dans l'application des capacités. On crée des zones de terrain accidentées, on empêche les tirs à longue portée, on met des fatigues pour ceux qui s'approcheraient un peu des bords. Ça c'est mon aspect préféré de la bande. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a l'aspect combo avec le jeu sur l'armure qui apporte une vraie identité au combat des Russes, quoi.
Ça c'est super. Alors il faut prévoir la petite séquence dans sa tête avant de lancer le combat, mais c'est bien. Ça fait qu'en fait, ils ont une bonne adaptabilité parce que c'est polyvalent. Ils ont des outils pour se défendre contre les archers, la cavalerie. Ils se battent bien au corps à corps. Et du coup, ça fait une bande prête à affronter toutes les situations. Je suis agréablement surpris par ça, quoi. On va jamais se retrouver pris au dépourvu en jouant cette bande, je pense. Voilà. Ensuite, s'il y a un petit dernier inconvénient, ben, c'est qu'on n'a pas du tout de tir. On a une levée javelot si on veut et elle est très loin d'être obligatoire dans cette bande. Donc si on la met, c'est vraiment manière. Enfin, manière. Il y en a qui sortent jamais sans leur lever. Il y en a même qui sortent avec deux levées. Ça, c'est leur choix, mais bon, ça me fait quand même pas une faction de tir. Voilà, on a que de la défense contre au corps à corps, fait que des bonus au corps à corps. Même s'il y a, voilà, comme je l'ai dit, des manières de se défendre contre le tir différentes en fait. C'est pas du pur lancer de dés, stockage de dés, etc. Voilà pour la conclusion, enfin, l'avis général sur cette faction. Pour la composition des bandes, et c'est vite fait, puisqu'il n'y a pas tellement d'options. Alors, en premier lieu, moi, j'aurais tendance à prendre soit 2 points de garde et 4 points de guerrier, et me passer totalement de levée. Je mets une unité de 8 gardes, qui sera vraiment un gros bloc, avec lesquels on pourra faire beaucoup de combos, pour faire beaucoup de dégâts. Et les unités de guerrier à côté, quoi. Ça nous permet d'avoir quand même une bonne réserve de dés saga. Les guerriers se battent bien. Ou alors, prendre 3 points de garde et 3 points de guerrier. C'est pareil, les guerriers par 8. Et les gardes en 2 x 6. Peut-être que c'est suffisant d'avoir des unités de 6 gardes. C'est toujours une bonne option, je trouve. Et là, ça serait des bandes sans lever, quoi. Parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt du tout. J'aime pas vraiment la levée javelot. Donc j'en mets pas en fait dans cette bande-là. Alors après, quand on prend 2 points de garde là, pour faire notre unité de 8 et 4 points de guerrier, on peut toujours prendre 3 points de guerrier et une levée. Ça fait la bande standard. C'est pas mauvais. Le truc, c'est que les guerriers vont bénéficier de tout le plateau, alors que les levées vont bénéficier d'un tir à portée moyenne. Et voilà. Je pense que ça vaut pas le coup. Voilà pour les bandes. Bon, les bandes avec seigneur légendaire, ben, si vous prenez Sviatoslav, je vous conseillerais de prendre les 3 cavaliers orientaux qu'il vous permet de prendre. Voilà, ça c'est cadeau. Et ensuite 2 points de garde pour en faire une unité de 8. Ça va vous faire un peu de dés, 5 dés saga. Mais ils vont suivre le seigneur. Ils pourront utiliser Kagan millions de fois et on n'a pas besoin de grand chose de plus. Je suis pas sûr que ça soit ultra intéressant, mais bon, ça peut servir, quoi. Ça change, quoi. Ça fait une composition différente, donc on peut pas cracher dessus non plus. Et ensuite, ben, si vous jouez Ryurik, par contre, là, j'ai très peu d'idées en fait pour le jouer. J'aurais tendance à mettre des levées avec le cheval et l'arc composite, puisque c'est quand même l'unité spéciale, quoi. Et puis ensuite, à vous de vous débrouiller entre les guerriers et les gardes. Sachant que les guerriers ont des javelots, ce que je n'aime pas vraiment dans cette bande, alors que j'adore le guerrier javelot normalement. Mais peut-être prendre 2 levées avec arc composite, cheval et arc composite, et 3 points de garde répartis en 2 unités de 6. C'est pareil, on n'aura pas tant
de des sagas que ça. Mais bon, enfin, quoi que si, on en aura 2, 3, 4. Oh, on aura 6 des sagas. Si, je dis des bêtises, j'avais oublié que les Seigneurs légendaires rapportaient 2 dés. Donc si, en fait, ça se passe plutôt bien. 3 gardes et 2 levées dans la bande d'Ariuric. Et 3 cavaliers orientaux et 2 gardes dans la bande à Sviatoslav. Voilà. On arrive à la fin. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Merci aux gens avec qui j'échange pour répondre aux questions que je me pose sur les bandes. Et puis à la prochaine, on va essayer de finir les factions qui utilisent les dés runiques avant de passer à autre chose.